Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez interpellante du collectif Voix libérée. Oui, c'est un collectif qui soutient d'anciens choristes victimes de l'abbé Tartu. Il a d'ailleurs été condamné par la justice ecclésiastique en mars dernier, pour des faits anciens certes, mais condamné. Et leur texte donc met en lumière ce qu'ils voient comme des contradictions, des tensions très fortes au sein de l'Église catholique. Exactement, ils partent de deux affaires récentes qui contrastent énormément. Ah oui. Lesquelles ? D'un côté, il y a la démission de Marine Rosset. Elle était présidente des Scouts et Guides de France, une femme très engagée, mais voilà, homosexuelle, vivant en couple avec un projet de maternité. Et ça crée une crise. D'accord. Et l'autre côté ? L'autre côté, c'est la nomination qui a été retirée, finalement, de l'abbé Dominique Spina. Il était pressenti pour être chancelier, un poste important dans un diocèse. Oui. Sauf qu'il avait été condamné par le passé pour le viol d'un lycéen. Ah oui, quand même. Et donc le collectif, voilà un problème. Oui, pointe direct ce qu'ils appellent un deux poids deux mesures. C'est ça l'idée centrale en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que d'un côté, l'orientation sexuelle d'une responsable laïque engagée déclenche une tempête, une levée de bouclier. Et de l'autre, la nomination d'un prêtre condamné pour un crime sexuel grave, ça semblait au départ en tout cas moins choquant pour certains dans l'institution. C'est ce décalage qui les interpelle. D'accord. Regardons d'abord le cas Rosset, si vous voulez bien. Son élection, c'était important. Ah oui, très important. Le texte cite d'ailleurs la sociologue Céline Béraud. Pour elle, c'était un symbole fort. Une femme ouvertement homosexuelle à la tête du plus grand mouvement de jeunesse catho en France, c'était vu comme un signe d'ouverture, quoi. Une ouverture qui n'a pas plu à tout le monde, j'imagine. Effectivement. Le texte parle d'une réaction très violente des courants conservateurs. Pour eux, c'était juste inacceptable. Ça montre bien la crispation énorme qu'il y a sur ces questions de genre, de sexualité. Une tension entre une base peut-être plus ouverte et une frange plus dure. Voilà, c'est un peu ça que l'analyse suggère. Une frange très attachée à une certaine lecture doctrinale, disons. Bon. Et maintenant, l'autre affaire. Spinet. Le collectif, là, il doit être consterné. Oui, c'est le mot. Comment a-t-on pu ne serait-ce qu'envisager cette nomination ? C'est leur question. Et c'est là que le double standard prend son sens pour eux. Exactement. Ce qui a mobilisé contre Rosset, c'est son orientation sexuelle, sa vie privée affichée. Et inversement, la gravité du crime de Spina, la souffrance de la victime, ça n'a pas empêché qu'on pense à lui pour ce poste. C'est troublant comme parallèle. Oui. Selon leur analyse, l'homosexualité semble parfois cristalliser plus de peur, plus de rejet que certains actes criminels commis par des clercs. C'est ça qui est pointé du doigt. Pour le collectif Voix libérée, qui accompagne des victimes de l'abbé Tartu, ce constat doit résonner de façon particulière, non ? Ah oui, c'est extrêmement douloureux pour eux. Ils y voient une sorte de renversement des valeurs. Ça fait écho à leur propre histoire, à leur combat. Parce qu'ils estiment que l'Église a trop longtemps protégé les prêtres. C'est ce qu'ils disent, oui. Que la réputation des prêtres a souvent primé sur la protection des victimes. Et donc, le cas Spina, pour eux, c'est un peu comme une confirmation de ce schéma. Une confirmation que certains actes ne sont pas rédhibitoires pour une réintégration. C'est leur lecture. Envisager un retour en responsabilité pour Spina, ça suggère ça, selon eux. Et pendant ce temps, une personne comme Marine Rosset, engagée, est mise de côté pour son orientation sexuelle. Cette incohérence, elle mine la crédibilité des discours sur le changement, c'est ça. Voilà. Pour le collectif, ça sape tout le travail post-scandale, les déclarations d'intention. Et le texte va plus loin. Il suggère que ce n'est pas juste deux cas isolé, mais un problème de fond. Tout à fait. L'analyse parle de la question sexuelle comme du point aveugle de l'institution. Il faut, selon eux, interroger les liens profonds entre le discours sur la sexualité, les structures de pouvoir dans l'Église et la persistance des abus. Donc les commissions, les indemnisations, ça ne suffit pas. Non, pour eux, ça ne suffit pas. Ils appellent à une refonte bien plus radicale. Repenser le rapport au corps, au désir, à l'exercice du pouvoir. C'est énorme comme chantier, mais ils le jugent vital. Et concrètement, ils demandent quoi, le collectif ? Leurs demandes sont claires. D'abord, tolérance zéro, absolue. Pour les auteurs de violences sexuelles, peu importe qui ils sont. Logique. Ensuite, que la dignité humaine passe avant les dogmes interprétés de façon rigide.
Et enfin, une vraie ouverture à la diversité. La diversité des personnes, des parcours, ils voient ça comme une condition de crédibilité, de justice. Donc, si on résume leur argument principal, ils dénoncent une sorte de hiérarchie des valeurs qui serait inversée, où l'image ou certaines normes conservatrices passent avant la protection des personnes. C'est bien ça. C'est exactement ça. Ils appellent vraiment à un renversement de perspective. Leur message final, c'est « chanter plus fort que le silence C'est une belle image. ». Oui, ne pas se taire face à ces incohérences, pour que l'institution se recentre sur la justice, l'humanité, pour ne pas, disent-ils, sacrifier d'autres générations. Et ça nous laisse effectivement avec une question plus large, qui dépasse même l'Église catholique. Comment les institutions en général gèrent cette tension? Tension entre leur doctrine, leur pouvoir interne, et puis l'impératif de protéger les plus vulnérables. Vaste question pour la réflexion. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.